Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'heure de Parlement Hebdo. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël. On va refaire l'actualité politique et parlementaire, grande actualité cette semaine avec vous. Et avec notre invité, Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Député de la 10e circonscription des Yvelines et l'une des porte-paroles du groupe LREM à l'Assemblée. On va revoir avec vous le film politique et parlementaire de la semaine, l'examen des projets de loi pour la confiance dans la vie publique qui a été achevé après 17 heures de débat en commission et quelques cafouillages. On reviendra sur la conférence des territoires. Au Sénat, Emmanuel Macron a tenté de rassurer des élus inquiets et puis semaine marquée par la démission du chef d'état-major des armées sur fond de contestation du budget. Emmanuel Macron est venu à Istres pour tenter de rassurer les militaires. Et on commence donc avec la loi de moralisation à l'Assemblée nationale. Les députés ont réécrit plusieurs dispositions qui avaient été adoptées par les sénateurs. Ils ont notamment voté la disparition de la réserve parlementaire et le principe des notes de frais qui crée quand même quelques polémiques. Rabika et Maïté Frémont vous résument tout ce projet de loi. 17 heures de débat dans une ambiance tendue. En témoigne cette scène où la présidente de la commission des lois fustige l'attitude de son groupe face à l'opposition. Attends, on a une responsable de texte qui est inexistante, c'est comme si elle était à Nouméa sur une chaise longue. Naïma, elle fait ce qu'elle peut et on a un groupe qui dort. L'un des points de crispation majeurs de ce texte, le remplacement des frais de mandat par des justificatifs, une mesure impensable pour certains députés. Ça va être le contrôle de savoir si vous avez déjeuné avec tel industriel, avec tel responsable politique, etc., etc. Et donc, et pourquoi avoir déjeuné dans un hôtel 3 étoiles et non pas dans un McDo? Vous êtes contre les McDo? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, à partir du moment où vous ne présentez pas que des factures de McDo, toutes vos factures vont être rejetées. Ça demande un certain nombre de dépenses qui sont d'une variété infinie. C'est le plein qu'on fait, le panier de la ménagère qu'on remplit parce qu'ils n'ont plus de quoi donner à manger aux enfants pour la soirée. C'est véritablement une foultitude de choses pour lesquelles on ne peut pas avoir de justificatif. Consensus toutefois sur la suppression des emplois familiaux par les élus, mais l'amendement proposé par la rapporteure du texte sur la définition de la famille est jugé trop flou par l'opposition. Parmi d'autres mesures controversées, la suppression de la réserve parlementaire, difficile à défendre. Il y a certainement d'autres manières de faire dans une politique que nous voulons plus éthique. Nous pensons que c'est une pratique qui ne peut plus fonctionner en toute transparence. Donc supprimons-la. Non, elle n'est pas transparente, c'est pas vrai. Elle est finalement adoptée. Quant au verrou de Bercy, il a été réinstauré malgré sa suppression par le Sénat et le casier judiciaire vierge a été adopté. Ces deux projets de loi sur la confiance dans l'action publique seront discutés dans l'hémicycle dès lundi 24 juillet. Oh Berger, on va parler du fond dans un instant, mais vous avez entendu le début du reportage, vous avez un groupe qui dort, c'est vrai ? Écoutez, moi j'ai vu surtout une présidente de la commission qui est là en l'occurrence rapporteure, qui était extrêmement active sur ce texte. Et Naïma Mouchou notamment, qui est la responsable du groupe, nous en commission, qui a été présente à tous les instants. On s'est beaucoup réunis aussi en groupe, c'est-à-dire il y a à la fois les gens de la commission des lois qui sont réunis et puis ça a été élargi aussi à toutes celles et ceux qui avaient envie de contribuer sur ce texte. Moi par exemple, je suis pas en commission des lois, mais on a contribué, on a proposé des amendements dont certains qui ont été pris en commission des lois. Donc je pense que voilà, on doit avoir une collégialité sur ce texte qui est essentiel. Mais vous ne répondez pas vraiment à ma question. Mais moi, écoutez, j'ai vu un groupe qui était actif, qui était présent à la fois en commission des lois, en réunion de groupe et soudé. C'est ça qui compte parce que au final, c'est le texte qui sort de la commission des lois qui est important. Ce texte, il me semble cohérent. On anticipait des soi-disant reculs. Vous voyez qu'ils n'y sont pas, bien au contraire. Et ça a pu créer de la polémique plutôt avec l'opposition qui aurait aimé qu'on aille moins loin. Et c'est ça que je retiens, c'est ce que le texte va dire. Et c'est ça qui est essentiel à mon avis. Justement, on a senti certains députés être plutôt réticents sur la réserve parlementaire, etc. Pour vous, il faut en finir avec ces pratiques, ça fait partie du passé. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude? Est-ce qu'ils sont dans leur rôle, les députés, quand ils font de la résistance comme ça, en disant ça va être impossible à justifier les factures, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude? Moi, je pense que ce projet de loi, il pose deux questions. La première, c'est quelle est l'utilisation que l'on fait de l'argent public ? Puisque ça n'est pas notre argent que nous gérons, mais l'argent public, que ce soit sur l'indemnité des frais de mandat, que ce soit sur l'enveloppe des collaborateurs, que ce soit sur la réserve parlementaire, par exemple. Et ensuite, est-ce que les décisions que l'on prend, elles sont motivées par des décisions et des jugements politiques
ou est-ce qu'on est soumis à des intérêts particuliers? Et c'est la prévention des conflits d'intérêts. C'est ça, à mon avis, les deux questions essentielles qu'on doit se poser. Donc oui, sur la réserve parlementaire, c'était un instrument politique, il ne faut pas se cacher la face là-dessus. C'était un instrument politique qui permettait d'avoir une influence, d'avoir un poids politique dans sa circonscription. Oui, ça a pu aider des associations et des collectivités locales, sauf que pour moi, ça n'est pas aux parlementaires de décider seuls, de manière discrétionnaire, qui est éligible et qui l'est pas. Alors, sur quels mais critères? certains veulent garder quand même cette réserve. Écoutez, moi, je pense que c'est une bonne chose qu'elle soit supprimée. À nous, en tant que parlementaires, d'accompagner les associations, d'accompagner les collectivités locales dans la recherche. Parce que ça va changer beaucoup de choses pour elles. Mais à nous de les accompagner dans la recherche de subventions, par exemple. À nous de les accompagner dans le montage de projets. Ça, on peut le faire. Mais est-ce que c'est à un député seul de décider de l'utilisation ou non de 150 000 € par an, de dire quelle association est éligible ou non? Alors oui, la liste des associations que vous soutenez, elle est publique. Mais sur quels critères vous avez fondé votre jugement? Il y aura forcément et toujours une suspicion qui pourrait exister. Moi, sur ma circonscription, j'ai 51 communes. Comment je fais l'arbitrage entre différentes communes qui peuvent avoir des problématiques identiques? J'en priorise une sur l'autre, mais sur quels critères objectifs? Forcément, ma décision, elle sera soumise à interrogation. Il y a aussi la question des notes de frais que les députés devront désormais produire. Et il y aura en tout cas, c'est le dispositif actuellement qui est prévu, des contrôles possibles. Ça sera très difficile de contrôler chaque facture, chaque déplacement. C'est possible? Il y a un dispositif qui sera mis en place pour permettre ce contrôle? Alors, les modalités seront confiées au bureau de l'Assemblée et du Sénat. Donc, soit il y aura une avance qui sera réalisée, parce que, par exemple, faut bien comprendre les choses. L'indemnité de représentatif de frais de mandat, ça n'est pas un complément de salaire. Ça n'est pas un salaire supplémentaire. C'est une indemnité qui doit permettre de mieux payer vos collaborateurs, parce que l'enveloppe collaborateur ne suffit pas toujours, de louer une permanence et d'avoir des frais, par exemple. Donc c'est affecté à des choses précises. Déjà, il va y avoir une liste précise qui va justement dire quelles sont les dépenses éligibles et celles qui ne le sont pas. Et ensuite, sur les modalités, est-ce que ça va être une avance? Est-ce que ça va être un remboursement? Ce qui est sûr, c'est qu'on devra justifier des dépenses que l'on fera. Et ça, c'est normal. Enfin, moi, je viens du privé. J'ai toujours, quand j'ai engagé des frais, dû justifier les dépenses. Ça vous paraît normal. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la proposition qu'a formulée Manuel Valls? Il aimerait peut-être que s'il y avait une revalorisation salariale pour les parlementaires, notamment pour les députés, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que ça peut choquer l'opinion? Alors, moi, ce que je retiens de l'intervention de Manuel Valls en commission de loi, parce que j'étais présente à ce moment-là, c'est qu'à mon avis, il pose une vraie question, pas juste sur la question du salaire, il pose une vraie question qui est quel est le rôle du député? Et cette question-là, il va falloir qu'on y réponde. Est-ce qu'on considère qu'un député est un député de la nation ou est-ce qu'on est un député de notre circonscription? Comment on articule les deux? Du statut aussi. Déjà, c'est politiquement comment on articule ou non les deux. Pour vous, c'est quoi? Mais justement, aujourd'hui, on n'a pas encore été au bout de ce raisonnement-là. Et je pense qu'on va y venir avec la loi constitutionnelle, justement le projet de loi constitutionnelle, parce qu'à partir du moment où on réduit le nombre de parlementaires, où on introduit une dose de proportionnelle, forcément, ça va changer aussi la nature du rôle du député. On a aussi dit qu'on voulait rénover le travail parlementaire en disant, par exemple, qu'en début de mandat, on allait voter la loi, mais qu'on allait surtout avoir un vrai rôle renforcé d'évaluation et de contrôle. Et ça change la nature du travail parlementaire. Sur la question du salaire, pour moi, elle est honnêtement anecdotique. Pour moi, honnêtement, elle est anecdotique. Je considère qu'on gagne suffisamment bien notre vie et que, de toute façon, il y a d'autres députés ailleurs en Europe qui gagnent encore mieux, qui ont des salaires. Oui, il y en a qui le gagnent moins, il y en a qui gagnent plus. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un salaire, en effet, qui corresponde à la fois, je pense, au temps que l'on y consacre et qui nous permette justement de bien en vivre sans que cela paraisse démesuré aux yeux des Français. Il ne faut pas tomber d'un excès à l'autre, ni se dire il faut doubler notre indemnité, ni comme M. Ruffin, qui lui vit beaucoup de ses droits d'auteur, dire qu'il faut tout d'un coup être payé au SMIC. Enfin, il faut éviter le populisme, à mon avis, d'un côté, ou l'excès de l'autre. Alors, Aurore Bergé, cette semaine, un invité, pas comme les autres, est venu au Palais du Luxembourg.